Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, la suite de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, toujours en lien avec Nakaba Suzuki, c'est toujours lui qui a fait le manga et qui, j'imagine, supervise un petit peu l'anime quand même. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai pas posté d'épisode de Fortnite of the Apocalypse. On va dire que l'été a été une période un peu compliquée pour moi. On va partir du principe que j'ai pris une petite pause et le mois de septembre arrive, donc on repart sur de bonnes bases. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît être une bonne idée. Alors, pour rappel, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Donc, le groupe de Perceval était arrivé à Sistana, dans l'espoir de récupérer... Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire à Sistana d'ailleurs? Je sais plus très bien. Ils continuaient en fait leur route vers le royaume de Lyonesse. Et c'est là qu'ils étaient tombés sur Ironside, qui était en train d'utiliser le coffret des ténèbres éternelles, je sais plus très bien comment c'était. En gros, ce qui avait emprisonné les démons à l'époque de Seven Deadly Sins. Et maintenant, donc il essaye de le raviver pour jouer avec, enfin, pour que ça aille dans le sens d'Arthur. Et du coup, on avait récupéré Angarad, qui était la fille du seigneur du coin, qui dans les légendes est plus ou moins censée être la promise de Perceval. Donc il y a une romance qui se développe entre les deux, ce serait pas déconnant. Et du coup, donc, elle a rejoint notre groupe. On avait appris que Perceval était peut-être plus ou moins immortel. En tout cas, la mort a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de mal avec Perceval. Et du coup, donc, on était parti pour continuer notre chemin. Alors, les débuts d'Angarad dans le groupe sont un petit peu difficiles, puisqu'elle a ce côté un petit peu petit chef. Je me crois tout permis, je méprise les autres, et vous allez juste m'écouter parce que je suis la chef. Elle fait d'ailleurs un petit peu le tour du groupe pour savoir qui pourrait bien être le chef. Donc pour elle, Perceval, c'est plus la mascotte du groupe, même si ça reste le plus fort. Natian n'a pas vraiment la personnalité d'un chef de groupe non plus, il est plutôt calme et réservé, donc c'est pas trop son truc. Et Donnie, on va dire qu'elle le dégage plutôt assez vite des choix. Mais Perceval défend quand même son pote, elle lui dit non mais tu sais il est plutôt bien, quand on a quitté Sistana, les gens ils étaient très contents. Puisque Donnie, plutôt que de se battre du côté de Perceval, il avait un petit peu fui comme un lâche. Mais il s'était un petit peu souvenu de ses promesses de chevalier sacré. Et du coup, il avait surtout profité de tout ce temps-là pour essayer d'évacuer un petit peu les gens, d'aider les habitants. Donc voilà, les gens lui sont reconnaissants malgré tout. Donc Donnie a quand même des qualités. C'est vraiment le gars qui, au premier abord, est un personnage assez faible, peu intéressant. Et puis plus l'histoire va avancer, plus il va se développer, plus on va apprendre des trucs sur lui, plus ça va devenir un vrai personnage très attachant. Du coup, donc c'est Angarad qui s'auto-désigne en fait comme chef du groupe. Sauf que bah, le problème, c'est que là, ils sont en train de réfléchir à où est-ce qu'ils vont aller. Donc, Sin leur montre une petite carte du sud de Britannia, donc on est toujours dans le sud de Britannia. Et il leur dit, bah voilà, pour aller jusqu'à Lyonnaise, il va falloir qu'on passe par des montagnes qui sont plutôt dangereuses, donc on va aller se préparer dans la ville de Cantres, qui est juste à côté. Et on va essayer de récupérer un petit peu tout ce qu'il faut, parce que les montagnes, elles sont un petit peu dangereuses, donc on va éviter de se faire tuer. Par rapport à ma mission, ce serait un petit peu dommage quand même. Voilà. On a une petite discussion notamment entre Sin et le cheval d'Angarad, puisqu'elle a récupéré son propre cheval, qui est un petit peu le cliché du vieux canasson, plutôt cheval de trait, donc assez court sur pattes, assez musculeux, voire limite en surpoids, obèse. Il me rappelle beaucoup le cheval du maître de Bojin dans Ranking of Kings, si vous avez regardé. Et du coup, Angarad au début leur dit que bah, si eux ils la retardent, bah ça va bien se passer. Et au final, c'est elle qui se retrouve complètement à la traîne, quoi. Et donc voilà, malgré ce qu'elle peut bien avancer, le groupe décide d'aller à Cantres. On voit d'ailleurs sur la petite carte l'emplacement de Camelot, en tout cas où était Camelot avant la guerre sainte. Et voilà, Sin le mentionne un petit peu. On sait que le roi Arthur c'est un petit peu notre ennemi. On sait pas trop où il se trouve maintenant avec tous ces démons et tout. Donc voilà, c'est un petit peu de l'or intéressant. On voit l'espèce de gros squelette sur lequel ils les avaient téléportés avec Donnie et Perceval à l'époque. On voit la ville de Sistana, on voit le col, la vallée où ils avaient rencontré Nation. Enfin, on voit le doigt de Dieu aussi, d'où Perceval était descendu. Bref, c'est plutôt sympa au niveau du lore de la série. Bon, je trouve quand même ça très très drôle que les seuls points d'intérêt de la carte, c'est pile les points où on est déjà passé.
Je sais pas si c'est réellement comment était la carte ou si c'est juste la façon dont elle nous est présentée, mais je trouve ça très très drôle. Et donc du coup, donc nos personnages se rendent à la ville de Kant, où ils commencent un petit peu à faire un petit peu de shopping, à essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans la ville. Angarade dépense globalement pour 10 pièces d'or en babiole, elle prend des couvertures, elle leur prend des habits. J'ai beaucoup aimé le fait que, même si elle a ce côté un petit peu arrogante et tout, un petit peu je fais ce que je veux et on s'en fiche de votre avis, elle pense quand même à acheter des vêtements pour ses compagnons d'infortune, notamment pour Natian qui a toujours son truc à moitié déchiré. Donc franchement, c'est plutôt appréciable. Mais disons elle prend un petit peu des gourdes, des lanternes, des couvertures. Elle explique que tout est au même prix, même si la qualité est pas la même partout, ce qui intrigue un petit peu tout le monde. Et en gros, on nous explique qu'avec 10 pièces d'or, tu peux facilement acheter une maison meublée, quoi. Donc oui, elle a un petit peu déconné légèrement sur les bords. Surtout qu'en fait, ils étaient en train de chercher une auberge. Et malheureusement, bah, il leur fallait 22 pièces d'or, 22 pièces d'argent, je crois, puisque c'était 3 pièces par tête et deux pour le cheval, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Donc on a Natian qui était allé voir un petit peu dans une espèce de forge où il y avait plein de boucliers, plein d'armes et tout ça, parce qu'il cherchait un petit peu de la verrerie pour faire ses potions et ce genre de trucs. Perceval qui est allé voir un petit peu, il y avait une arène en hauteur, donc il était un petit peu regarder les combats où on peut faire des paris. Et Donnie était allé un petit peu dans une auberge. C'est pour ça que pendant que Angarade et Perceval vont essayer de récupérer l'argent, Donnie et Nation se rendent dans l'auberge, dans le bar du coup, pour essayer de passer un petit peu le temps, pendant que Sin, un petit peu agacé par la situation, va passer un petit moment tranquille avec le cheval dans les écuries. Il se tape un petit peu. J'aime beaucoup parce qu'il dit ah là là, franchement, c'est pas facile pour vous, maître Sin, hein, vous devez ramener un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, machin, machin, et puis ses enfants, tout ça. Enfin, très très drôle. Alors, du coup, c'est intéressant puisque Sin a l'air d'être compris des animaux et des humains, mais par contre, le cheval a pas l'air d'être compris par Angarade. Donc c'est intéressant au niveau de Sid, il a l'air d'avoir la capacité de communiquer un petit peu avec tout. Et donc du coup, c'est là où ça va commencer à chauffer, puisque dans ce fameux bar, alors que Donnie commande un verre de lait pour Nation et une bière pour lui-même, il y a quelqu'un qui vient les interrompre, un petit peu agacé de voir des enfants en train de boire à cette heure-là de la journée. Et c'est là qu'on revoit un personnage. Alors, je vais pas prétendre qu'il était un personnage méga important de Seven Deadly Sins, mais qui avait quand même eu qui avait quand même eu son petit impact et qui était vachement sympathique et tout. Mesdames et messieurs, le chef des chevaliers sacrés de Lyonesse, Hauser. Et alors là, moi qui connais le manga, je savais qu'il allait arriver. Et j'avoue, j'avais un petit peu oublié que ça se passait comme ça. Encore une fois, ça fait très 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 longtemps. Le manga, je l'ai lu quand il était sorti et j'ai beaucoup de retard maintenant aujourd'hui. La deuxième partie, par exemple, je crois qu'il y a une deuxième partie qui est commencée à sortir. Je ne sais pas du tout ce qui se passe réellement. Et donc, Hauser est de retour. Et qu'est-ce qu'on apprend en plus de ça? C'est que Hauser est l'oncle de Donnie. C'est le petit frère de la mère de Donnie. Et qu'en gros, à l'époque, Donnie s'entraînait pour devenir un chevalier sacré sous la tutelle de Hauser. Et avec un camarade qui s'appelle Eldin, je crois. Donnie l'appelle Aniki, ou quelque chose dans ce genre-là, Annie. Donc, c'est qu'il doit être plus âgé que Donnie, du coup. Et on comprend que bon, Donnie a toujours été un petit peu effrayé par ce genre de truc, et que Hauser voulait l'endurcir quoi qu'il arrive. Et donc on a plus ou moins une petite dispute du coup qui se lance entre Donnie et Hauser, puisque donc Hauser voit que Donnie a une partie du cercueil des ténèbres infinies. La partie en fait que Meliodas avait sur son épée au tout début de Nanatsu no Taizai, le truc en forme de dragon. Et en fait, bah, il est super énervé que Donnie, en étant au courant plus ou moins de ce que c'est, le traite de manière aussi désinvolte. Il dit que bah, si ça tombe entre de mauvaises mains, ça va être la fin de Lyonesse, et il a pas totalement tort. Mais le problème, c'est qu'il refuse de croire Donnie quand il essaye de s'expliquer. Et en fait, il dit complètement qu'il est déçu, que sa mère serait déçue de lui. Il se permet même de le frapper. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hauser, à ce moment-là, est complètement bourré.
Il a passé un bon moment à se bourrer la gueule. Même le barman, il était là. Bon, ça fait peut-être un petit peu trop là, monsieur, quand même. Et en fait, Donnie se casse au moment où Perceval et Angarad reviennent. En fait, eux, ils ont récupéré de l'argent en fait justement en faisant des paris. En fait, Perceval a combattu des mecs random. Angarad a fait des paris, elle a récupéré un max de blé. Justement, Hauser récupère l'argent et dit ah donc c'est vous qui êtes en train de mener Donnie sur un mauvais chemin. Vous pariez, vous buvez, c'est n'importe quoi. Et Nation finit par intervenir parce qu'il en a un petit peu marre de tout ce que dit Hauser et il le défie du coup à un jeu à boire en disant que bah vous êtes sous mais je suis un enfant donc c'est un bon avantage. Je sais pas du coup s'il va utiliser sa capacité particulière à mixer les poisons et ce genre de choses. Mais voilà, a priori il a pas de problème particulier au début. Par contre, Angarad et Perceval sont très très vite assommés et on comprend que l'endroit en fait est géré par des brigands. Nation nous explique que bah, au niveau de la forge c'est très bizarre parce que les armoiries, les blasons, on les met généralement sur les boucliers à la toute fin. Euh, voilà, le truc des prix, c'était très très bizarre. Et en fait, il comprend du coup que c'était un repère de bandits. Il essaye de l'expliquer à Angarad et à Perceval, mais j'ai pas très bien compris si c'est qu'ils ont bu, parce qu'ils ont les joues rouges. Est-ce qu'ils ont bu et ils se sont assommés tout seuls, ou est-ce qu'on leur a fait un truc? Je sais pas très bien, mais Nation se retrouve seule du coup avec Hauser face au groupe de bandits. Et c'est là qu'un nouveau personnage débarque, potentiellement le chef des bandits, ou en tout cas qui a un minimum de contrôle sur eux. Et ça alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que c'est le fameux Eldin. Donc autant Donnie s'est barré pour devenir artiste itinérant, mais son camarade apparemment a complètement tombé dans le crime, quoi. Et de par ce qu'est en train de dire Hauser, visiblement, il était là pour ça à la base. C'était quand même son élève, donc j'imagine qu'il veut essayer de l'arrêter ou essayer de faire quelque chose. Voilà, et c'est un petit peu sur ça que se termine l'épisode, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Toujours très heureuse de retrouver la série. Je sais que mon rythme de parution ne le prouve pas, mais je vous assure que j'aime beaucoup cette série. L'opening est toujours cool, l'ending également. Je retrouve un petit peu le même sentiment qu'avec Fairy Tail, la quête de 100 ans. Du coup, si vous ne savez pas, je fais également des reviews sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, que j'ai pris un petit peu en retard également. Mais voilà, on est lancé, on va être bien. Donc voilà, l'histoire, je sais à peu près où ça va. Je sais à peu près ce que va être le prochain épisode, je crois. Le rythme m'a l'air un peu rapide. Je sais pas si je l'avais déjà remarqué dans mes autres reviews. Je sais pas si c'est parce que je vois Fairy Tail aussi comment il gère le truc. Mais voilà, sachant un petit peu les retours que j'ai eu sur la fin de saison, j'ai vu par exemple le deuxième opening, donc j'ai une petite idée de où est-ce que ça va se terminer. Ça m'étonne pas que le rythme soit un petit peu rapide. C'est peut-être juste parce que comme j'avais lu le manga, ça me paraît un petit peu rapide, mais parfois, tant qu'ils traitent les informations correctement, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils nous font pas en fait une Nanatsu no Taizai fin de saison 2, n'est-ce pas? Je ne comprends toujours pas qu'ils aient pas fini sur la mort de Meliodas. Ça restera toujours un truc que je ne m'explique pas et qui m'a fait complètement arrêter la série en fait, tellement que c'était mal foutu. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, pas grand-chose de plus à en dire. Un bon épisode, sympathique, qui met un peu plus le personnage d'Angarad en avant, dans des conditions auxquelles elle n'est pas habituée. Donc on voit bien qu'elle a un petit peu du mal avec le groupe quand même. Donc peut-être qu'avec cet arc-là, elle va se calmer, ou peut-être avec les arcs à venir. Parce que c'est vrai qu'elle est assez antipathique, alors que c'était plutôt un personnage intéressant quand elle était encore assistana. Donc peut-être que là, du coup, d'avoir pris son indépendance, de plus avoir son père sur le dos, peut-être que ça joue aussi un petit peu sur le côté ado rebelle. On verra bien dans les prochains épisodes. Sur ce, bah écoutez, moi je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. On arrive bientôt sur la mi-saison, ça va être cool. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye!